Vladimir Poutine a un plan clair pour 2026, une avancée rapide de la Russie en Ukraine. L'objectif est la chute du Donbass en s'approchant de la rive gauche du fleuve Dnipro et une pression continue jusqu'à ce que la défense ukrainienne cède. Mais pour l'instant, cela ne semble pas se passer comme prévu. Au lieu que la Russie progresse continuellement, il apparaît que la situation s'inverse. La victoire rapide attendue devient de plus en plus compliquée. Poutine a déployé une force d'environ 700 000 soldats en Ukraine et leur objectif est d'attaquer dans différentes directions. L'une des cibles les plus importantes est le fleuve Dnipro. Ils veulent s'approcher de sa rive gauche et, si possible, la traverser. En même temps, Donetsk est aussi en haut de leur liste. Ils se concentrent sur ce qu'on appelle la ceinture de forteresses et veulent avancer vers Sloviansk et Kramatorsk. Ces villes sont importantes car, une fois prises, la Russie se rapprochera du contrôle total de Donetsk et, dans l'ensemble, du Donbass, qui est au centre de nombreux pourparlers de paix. Mais ce n'est pas tout. La Russie cherche également à renforcer son contrôle sur la côte de la mer Noire. Cela aidera à soutenir les opérations terrestres et à réduire la pression de l'Ukraine sur la Crimée et sur les forces navales russes. Mais même ici, il y a un problème. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nos collègues créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. La flotte de la mer Noire de la Russie a été forcée de se replier vers Novorossiysk et même là-bas, ils ne sont toujours pas en sécurité. L'Ukraine continue d'améliorer sa technologie de drone. Le 2 mars, ils ont réussi à attaquer et à endommager 2 navires russes dans cette zone. Et la Russie poursuit toujours son plan de prendre Louhansk, une autre partie importante du Donbass. Mais il y a une situation particulière ici. La Russie a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'elle avait pris Louhansk, mais cela continue d'être remis en question alors que les combats se poursuivent. Dans l'ensemble, il est clair que la Russie a de grands projets pour 2026. Mais sur le terrain, il semble que ce ne soit pas si facile et la situation commence progressivement à tourner en faveur de l'Ukraine. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre ou ISW, le 1er avril, le ministère russe de la Défense a annoncé que la Russie contrôlait désormais toute la région de Louhansk. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils le disent, c'est déjà la 3e fois. Et même s'ils contrôlent déjà presque toute la région, à 99,84%, ce n'est toujours pas complet. Il reste encore des endroits qu'ils ne contrôlent pas, comme Nadia et Novogéorivka à l'est de Borba. Donc, il est probable que la Russie va encore essayer de prendre ces derniers endroits pour pouvoir dire, pour la 4e fois, qu'ils ont enfin conquis complètement Louhansk. En même temps, ils ont un plan encore plus vaste. Ils veulent créer une zone tampon de Tchernihiv, en passant par Soumy jusqu'à la région de Kharkiv, afin de protéger leurs frontières contre une possible incursion de l'Ukraine. Ils ont également l'intention d'avancer vers Zaporijia et Ouliaïpol. S'ils y parviennent, ils pourront créer une autre zone tampon qui empêchera l'Ukraine d'attaquer du sud vers Donetsk. Ces plans sont ambitieux et ils auront besoin de beaucoup de soldats pour les réaliser. Vladimir Poutine reste ambitieux, tout comme au début de la guerre. L'offensive de printemps de la Russie a également commencé et elle devrait se poursuivre pendant l'été et l'automne pour atteindre tous ses objectifs. Mais c'est là que les problèmes commencent à apparaître. Ils n'ont pas réussi à prendre Kiev au début du conflit et maintenant, il semble qu'ils aient encore du mal à atteindre leurs nouveaux objectifs, même si la Russie essaie de montrer qu'elle reste puissante. La situation réelle sur le terrain est différente. Peu à peu, la dynamique du conflit change et, au lieu que la Russie ait le contrôle, il semble que l'Ukraine soit en train de prendre de l'élan. Le plan de Poutine semble s'être retourné contre lui. L'année de victoire qu'il espérait, 2026, pourrait devenir l'année où la Russie connaîtra ses plus grands échecs sur le champ de bataille. La raison pour laquelle le cours de la bataille change est simple. L'Ukraine a un plan clair pour contrer ce que fait la Russie tout en se préparant à riposter et à récupérer les territoires perdus. Ce plan repose sur 4 mots. Épuiser, tenir, renforcer et frapper. C'est ce qu'a expliqué Oleksandr Syrsky, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, lors de son intervention sur ICTV. En 2026, le premier objectif de l'Ukraine est de tenir les zones ciblées par la Russie. La raison est simple, ils ne veulent pas perdre de territoire. Chaque territoire conquis par la Russie renforce la puissance et la position de Vladimir Poutine. Mais pendant qu'ils tiennent ces territoires, ils mettent également en œuvre la deuxième partie du plan.
affaiblir les forces russes. La Russie est connue pour utiliser la supériorité numérique, tant en soldats qu'en équipement, afin d'écraser la défense ennemie. Mais plus ils restent bloqués sans avancer, plus ils subissent de pertes, et plus de soldats et d'équipements sont détruits. Et pendant que cela se produit, la puissance de leur armée diminue. Ajoutez à cela les frappes à longue portée de l'Ukraine qui touchent directement les opérations de la Russie, ce qui affaiblit encore davantage sa capacité à se battre. Mais ce qui change vraiment la donne, ce sont la 3e et la 4e partie du plan. Pendant que l'Ukraine se défend, elle se renforce en même temps, non seulement en nombre de soldats, mais aussi en équipement, en technologie et en capacité. Et quand ils seront prêts, la dernière phase commencera, la frappe. Selon Sersky, l'Ukraine attaquera là où la Russie est faible, peu importe où cela se trouve sur la ligne de front. Cela signifie qu'ils ne vont pas seulement se défendre, ils vont reprendre du terrain. Et cela a 2 effets. Premièrement, cela donne de l'élan à l'Ukraine. Lorsqu'ils reprennent du terrain, leur confiance et leur force dans le combat augmentent. Deuxièmement, la Russie est obligée de s'ajuster. Au lieu d'imposer leur rythme, ils sont obligés de suivre les mouvements de l'Ukraine. Ils doivent surveiller plus d'endroits, leurs forces d'entre eux sont davantage divisées et il leur devient plus difficile de poursuivre leur plan initial. En d'autres termes, alors que la Russie essaie d'avancer, l'Ukraine renverse la situation. Ils utilisent la défense pour affaiblir l'ennemi, puis attaquent là où il est sent le plus faible. Et à cause de cela, l'offensive de la Russie s'affaiblit encore plus. L'offensive qui était censée mener Vladimir Poutine à ses grands objectifs montre maintenant clairement que les 2 camps ont des plans très différents. Le problème pour Poutine, c'est que la Russie n'a que des plans. Mais dans la réalité du combat, cela ne donne pas de bons résultats. Beaucoup de leurs premières démarches se soldent par des échecs. Pendant ce temps, le plan de l'Ukraine ne se limite pas aux paroles. Ils le mettent déjà en œuvre et on voit déjà l'effet sur le champ de bataille aujourd'hui. Commençons par leur mouvement le plus important, l'attaque là où la Russie est faible. L'Ukraine fait cela depuis la fin janvier, surtout lorsque la Russie a perdu l'accès à Starlink à cause de l'action de SpaceX contre son utilisation illégale. À cause de cela, les forces russes ont eu des problèmes de communication, et quand la communication est faible, la coordination au combat l'est aussi. C'est là que les failles dans la défense de la Russie ont commencé à apparaître, surtout dans les régions du sud, où leur emprise sur les territoires conquis à la fin de 2025 n'était pas si solide. L'Ukraine en a profité, ils ont attaqué rapidement et ont repris de vastes territoires, ainsi que plusieurs localités. Selon Ukreineform, Oleksandr Syrski a déclaré le 31 mars que l'Ukraine avait repris plus de 480 km² dans la direction d'Oleksandrivka depuis le début de leur campagne de frappe en 2026. Cela s'ajoute aux 430 km² repris lors de la contre-offensive à Dobrofilia. Et même la Russie a complètement perdu Kupiansk. Et ce n'est pas seulement une simple reprise de territoire. Ces attaques obligent la Russie à déplacer ses soldats depuis d'autres endroits comme Pokrovsk et Okretin. Cela signifie que les mouvements de la Russie sont modifiés. Ils sont obligés de s'adapter, leurs forces sont davantage divisées et plus de faiblesses apparaissent dans différentes parties de la ligne de front. Et cela a un autre effet. Le plan de la Russie de créer une zone tampon au sud n'est plus sacré pour eux. Ils veulent juste le réaliser maintenant. En raison du grand nombre de territoires repris par l'Ukraine dans le secteur d'Oleksandrivka, la Russie n'a plus d'espace pour mettre en œuvre ce plan. Dans l'ensemble, alors que la Russie essaie d'avancer, l'Ukraine détruit progressivement les fondements même de son plan. Le cap est clair, constant et direct. Vladimir Poutine ne pourra pas créer de zone tampon si la Russie ne contrôle plus la terre même qui doit être utilisée pour cela. Et alors que l'Ukraine continue d'avancer dans cette direction, ce qui devrait également se produire dans les mois à venir, ce qui aurait dû être une zone tampon pour la Russie, devient au contraire une voie permettant à l'Ukraine d'envoyer davantage de forces vers Donetsk. La partie offensive du plan en 4 étapes de l'Ukraine fonctionne maintenant. Rappelez-vous, chaque zone reprise n'est pas seulement une question de territoire. C'est un endroit qu'ils peuvent tenir, défendre et utiliser pour affaiblir encore davantage l'ennemi. Et lorsqu'il s'agit de tenir un territoire, il est clair que l'Ukraine fait du bon travail. Depuis que la Russie a lancé son offensive de printemps en mars, l'Ukraine a continuellement réussi à repousser les attaques.
Selon Euromaidan Press, l'Ukraine a réussi à perturber et presque stopper une grande offensive russe qui a été menée simultanément sur 13 axes. En plus des zones mentionnées précédemment, il existe des exemples concrets de cela. Le 28 mars, la Russie a tenté de mener une attaque blindée près de Robotine, dans la région de Zaporijia. Mais cela s'est soldé par un échec. Tous les 10 véhicules blindés qu'ils ont envoyés ont été détruits, après avoir été anéantis par les drones ukrainiens. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est un schéma qui se répète sans cesse sur la ligne de front, alors que la Russie tente d'utiliser plus de soldats et d'équipements pour persément. Selon Medusa, dans leur rapport du 1er avril, même si la Russie intensifie ses attaques, il y a des zones sur la ligne de front où les mouvements semblent ralentir. Pourquoi ? C'est à cause de la contre-offensive de l'Ukraine qui a repris de vastes territoires pour empêcher l'avancée de la Russie dans les directions de Kharkiv, Zaporijia et Dnipropetrovsk. Ce n'est pas tout. L'Ukraine contrôle toujours les environs de Kostiantynivka, en particulier les zones où se trouvent de grands immeubles. Et cela prépare un affrontement intense. Alors que la Russie tente de prendre la ville, cela aura un coût élevé pour elle. Des milliers de soldats pourraient être perdus dans une bataille qui, à maintes reprises, donne le même résultat. Ils ont du mal à avancer alors que la défense de l'Ukraine ne cesse de se renforcer. Selon l'Ukraine, la situation est devenue plus stable dans la direction de Sloviansk. Et ils ont même réussi à reprendre une partie de Minkivka après une autre contre-attaque réussie. Dans les directions d'Orekiv et de Ouliaïpol, les contre-attaques ukrainiennes se poursuivent, ralentissant encore davantage l'avancée de la Russie. Ce que nous voyons maintenant, ce sont des tentatives répétées de la Russie d'avancer vers des zones stratégiques. Mais ils n'y parviennent pas. Pour l'instant, ils ne prennent pas directement les villes elles-mêmes. Ce qu'ils font, c'est essayer de contrôler les environs pour se préparer à une attaque plus profonde. Mais malgré cela, l'Ukraine parvient toujours à les arrêter. Et tout cela fait partie d'un plan plus vaste, affaiblir la Russie. Plus ils mettent de temps à avancer, plus leurs forces s'épuisent. Mais avant que cela ne continue, il y a une autre partie importante du plan de l'Ukraine, la montée en puissance ou la préparation. L'Ukraine dit qu'elle veut rassembler des réserves. Mais il ne s'agit pas seulement d'ajouter des soldats. L'Ukraine a traversé un hiver très difficile. L'Ukraine a été frappée par des attaques de drones et de missiles russes qui visaient leurs infrastructures énergétiques. À cause de cela, les coupures d'électricité et de chauffage sont devenues courantes dans tout le pays, de la fin 2025 au début 2026. C'est pourquoi ils se préparent déjà maintenant pour éviter que cela ne se reproduise l'hiver prochain. Selon Reuters, le 30 mars, l'Ukraine a déjà commencé à constituer des réserves de gaz pour l'année prochaine. Ils renforcent également leur approvisionnement en gaz naturel liquéfié, à partir du système de pipeline qui passe par la Grèce. Et ils augmentent également l'importation de diesel pour se préparer à toute éventualité. Cela signifie que les réserves dont ils parlent ne sont pas seulement destinées à l'armée, mais à tout le pays. C'est important pour prolonger leur capacité à résister. Parce que plus la guerre dure, plus leur plan d'affaiblir la Russie fonctionne. Bien sûr, cela inclut aussi la partie la plus directe, augmenter le nombre de personnes dans l'armée. Mais c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Dès août 2025, Oleksandr Syrski avait déjà déclaré que leur objectif était de former une force prête au combat. Et jusqu'à présent, c'est toujours la priorité. S'assurer que l'Ukraine dispose de suffisamment de personnes pouvant être envoyées en première ligne à tout moment si nécessaire. La mobilisation continue en Ukraine. Et selon Oleksandr Syrski, la performance n'est qu'à 6 ou 7 sur 10. Cela signifie qu'il y a encore des choses à améliorer. Syrski admet qu'un bon système est essentiel pour éviter que les nouvelles recrues ne partent ou ne se retrouvent en absence non autorisée. Selon lui, la principale raison pour laquelle certains partent est la peur et le manque de volonté de servir. C'est pourquoi l'Ukraine se concentre maintenant sur l'amélioration et la clarification de l'ensemble du processus, depuis le recrutement, la formation jusqu'au déploiement effectif. Ils améliorent le logement, la formation et la nourriture pour que les soldats soient mieux préparés et servent plus longtemps. Plus il y en a qui restent, plus ils peuvent accumuler des réserves. Et ce sont ces réserves qui soutiennent l'ensemble du plan de l'Ukraine contre la Russie en 2026. Maintenant, revenons à la partie la plus importante. Affaiblir la Russie. L'offensive de printemps de la Russie a commencé début mars, mais même avant cela, on ressentait déjà l'effet de la stratégie de l'Ukraine. Au cours des 3 premiers mois de 2026,
la Russie a déjà perdu environ 89 000 soldats. Actuellement, il y en a environ 1500. C'est leur nombre de pertes quotidiennes. C'est moins que les près de 100 000 qu'ils ont perdus de novembre 2025 à janvier 2026. Mais il y a un problème évident. Depuis le lancement de l'offensive de printemps, le nombre de leurs pertes a soudainement augmenté à nouveau. Il y a même eu un jour, le 17 mars, où la Russie a perdu plus de 1700 soldats en une seule journée. C'est le chiffre le plus élevé de cette année. Et le point important ici, c'est que ce n'est même pas le pire. Alors que la Russie s'efforce de renforcer ses attaques, la stratégie de l'Ukraine devient de plus en plus efficace en combinant la défense du territoire et les attaques sur les points faibles de l'ennemi. À cause de cela, les pertes de la Russie continuent d'augmenter. Selon Mikhail Fedorov, l'Ukraine vise à atteindre 50 000 pertes russes par mois. Ils n'ont pas encore atteint cet objectif, mais il est clair qu'ils s'en approchent à mesure que leur plan avance. Si plus de 1700 pertes par jour deviennent la norme pour la Russie, ce qui est possible alors qu'ils intensifient leur attaque, l'objectif de 50 000 par mois ne semble plus si lointain. Si l'on additionne ce chiffre sur 30 jours, cela atteint environ 51 000 pertes. Et même si l'Ukraine n'atteint pas exactement ce chiffre, la tendance reste claire. S'il y a un manque, ce n'est pas parce que la défense de l'Ukraine a cédé, mais parce que la Russie est obligée de battre en retraite à cause de l'ampleur de ses pertes. C'est ce que veut dire Oleksandr Syrski lorsqu'il dit qu'il veut que la Russie suive les mouvements de l'Ukraine. L'Ukraine combine de lourdes pertes infligées à l'ennemi, la reprise de territoire, le contrôle de points stratégiques, la contrainte exercée sur la Russie pour déplacer ses forces et la préparation de renforts afin de prendre l'avantage à l'avenir. Pendant que cela se produit, le plan de la Russie visant à terminer la guerre en 2026 est progressivement mis à mal. La Russie espérait intensifier ses attaques pour faire céder définitivement la défense ukrainienne, mais en réalité c'est le contraire qui se produit. L'un de leurs objectifs les plus importants est Orikhiv, car cela ouvre la voie vers la rive gauche du fleuve Dnipro et permet potentiellement d'avancer vers Zaporijia. Mais pour que cela se produise, ils doivent d'abord réussir à avancer. Et c'est là qu'ils rencontrent des difficultés. La contre-attaque de l'Ukraine se poursuit dans cette zone et cela cause de lourdes pertes à la Russie. Au lieu d'avancer, leurs mouvements sont même freinés et dans certaines zones, ils ont même reculé. Leur avancée vers Orikhiv a été repoussée et il est clair que l'Ukraine prévoit de poursuivre ce type de manœuvre. Ce n'est pas ce à quoi s'attendait Vladimir Poutine. Normalement, en intensifiant leur attaque, ils auraient dû obtenir plus de gains. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils perdent davantage, tant en hommes qu'en position. Selon The New Voice of Ukraine, le Kremlin commence à modifier ses plans à cause de ce qui se passe sur le champ de bataille. Dès le début de l'offensive, ils ont déjà constaté le problème car il manquait d'hommes, et cela freine progressivement leur mouvement. À cause de cela, ils sont obligés de revoir certains objectifs à la baisse, comme la création d'une zone tampon à Soumy et une avancée plus profonde à Zaporijia. Cela se prolonge jusqu'à la seconde moitié de 2026 et, pour certains plans, même jusqu'en 2027. Dans l'ensemble, plus le conflit dure, plus il devient clair que le plan de la Russie n'est pas respecté et que la direction de la guerre penche de plus en plus en faveur de l'Ukraine. Les objectifs de la Russie à Kharkiv et sur la côte de la mer Noire sont progressivement abandonnés, selon le renseignement militaire ukrainien. Au lieu de la grande offensive attendue par Vladimir Poutine pour 2026, la Russie revient maintenant à des tactiques plus simples qu'elle avait utilisées en 2025. De petits groupes de soldats sont envoyés en première ligne. Ils avancent, se retrouvent isolés, sont détruits, puis remplacés simplement par un nouveau groupe. Cela se produit encore et encore, créant ainsi un cycle de pertes humaines continu. Et de cette manière, la Russie ne fait qu'accélérer sa propre épuisement et ses pertes. Cela correspond exactement au plan de l'Ukraine qui consiste à affaiblir l'ennemi au fil du temps. Pendant que cela se produit, il devient de plus en plus évident que l'Ukraine contrôle le cours des combats. Le cours du champ de bataille a changé et les plans de la Russie pour 2026 commencent peu à peu à perdre leur cohérence. Même si la Russie continue d'attaquer et obtient quelques petites victoires, cela ne suffit plus pour atteindre leurs grands objectifs. Ils sont désormais obligés de les repousser ou de les modifier. Ils vont modifier leurs objectifs.
ce qui revient à admettre que le Kremlin a vu trop grand par rapport à ce qu'ils sont réellement capables de faire. Pendant ce temps, l'Ukraine agit de manière directe et continue. Leur objectif est au clair, mettre fin à l'agression de la Russie. Et pour l'instant, ils mettent en œuvre leur plan avec succès. Surtout dans le sud, où ils ont rapidement repoussé les forces russes. Vladimir Poutine ne l'avait pas anticipé et peine à réagir alors que la situation évolue au profit de l'Ukraine. À mesure que le combat dure, un élément crucial reste discret, son impact sur les soldats sur le terrain. Chaque jour que les combats continuent, ce ne sont pas seulement les équipements et les positions qui sont perdus, mais aussi la force, la concentration et la capacité de continuer. Pour la Russie, l'envoi continu de petits groupes en première ligne a un prix. Même si cela se fait de façon répétée, cela a un effet sur le moral des soldats. Lorsqu'ils voient que les résultats ne changent pas et que les pertes continuent, la confiance diminue progressivement. À cause de cela, il devient plus difficile de maintenir le même rythme d'attaque. Même si le nombre de soldats est suffisant, lorsque le moral baisse, les mouvements ralentissent et chaque pas devient plus prudent. De l'autre côté, cela a un effet différent sur l'Ukraine. Parce qu'ils parviennent à reprendre certains territoires et à freiner l'avancée de la Russie, la confiance de leurs soldats augmente. Lorsqu'ils voient là que leurs actions donnent des résultats, ils sont plus prêts à continuer même si la situation est difficile. Cela ne veut pas dire que c'est facile pour l'Ukraine. La pression et la fatigue persistent, mais il y a une grande différence lorsque chaque avancée donne des résultats. Dans ce type de combat, la force physique ne suffit pas. L'esprit et la confiance sont essentiels. Le camp qui croit en ce qu'elle fait tient plus longtemps, même dans des conditions difficiles. Au fil du temps, il devient clair que le combat ne consiste pas seulement à conquérir des terres, mais à savoir qui peut tenir le plus longtemps. La fatigue, le manque de repos et la tension continue ont un impact sur chaque soldat. Quand on en arrive à ce point, même s'il reste encore des ressources et des effectifs, toute l'opération peut ralentir à cause de la fatigue de ceux qui sont en première ligne. C'est pourquoi les réserves sont importantes. Ce ne sont pas seulement des forces supplémentaires, mais elles servent aussi à remplacer les soldats fatigués et à maintenir la capacité de combattre. Si la relève et le repos sont bien gérés, la force d'un camp dure plus longtemps. Mais si ce n'est pas le cas, la force s'épuise plus vite, même s'il en reste encore beaucoup. Dans ce genre de situation, il est clair que la bataille ne se mesure pas seulement au nombre de soldats ou d'équipements, mais à qui peut maintenir sa force le plus longtemps. Et à mesure que la bataille continue, la fatigue et le moral deviennent peu à peu l'un des facteurs les plus importants pour déterminer qui tiendra le coup et qui finira par céder. Dans ce genre de situation, même un petit changement dans l'état des soldats peut avoir un grand impact sur la bataille. Quand un camp est plus fatigué, les réactions ralentissent, les mouvements deviennent plus prudents et la probabilité d'erreur augmente. D'un autre côté, le camp qui est mieux préparé et dont les forces sont complètes peut mieux suivre le rythme de la situation et s'adapter plus rapidement à tout changement. À cause de cela, l'avantage ne se voit pas seulement sur la carte, mais aussi dans les actions quotidiennes, qui est le plus organisé, le mieux préparé et le plus capable de continuer même dans la difficulté. Au fur et à mesure que le combat dure, ces petites différences grandissent progressivement et creusent de l'écart entre les deux camps.